Quand on pense à l'usage du métavers, bon, jouer c'est évident, il y a une assez forte valeur ajoutée, mais je suis persuadé que si le métavers était une vraie révolution, il serait déjà là. Un autre enjeu important dans le métavers, c'est comment les gens vont l'accepter, qu'est-ce qu'on va y faire, quels nouveaux enjeux sociaux ça va poser. Je m'appelle Raphaël Granier de Cassagnac, je suis chercheur au CNRS et je porte à l'École Polytechnique la chaire Sciences et Jeux vidéo qui est financée par l'industriel Ubisoft. Et accessoirement, j'écris aussi des romans de science-fiction. Par deux biais principaux. D'abord parce que dans une certaine mesure, le métavers existe déjà dans le monde du jeu vidéo. Et puis l'autre point de vue, c'est que dans mes romans de science-fiction, j'ai à plusieurs occasions essayé d'inventer un peu le futur et donc de me dire quel pourrait être le métavers de demain. Quand on pense à l'usage du métavers, bon, jouer c'est évident, il y a une assez forte valeur ajoutée à aller jouer à plusieurs, les joueurs l'ont ressenti, il y a énormément de joueurs qui ne jouent que à plusieurs et qui ne jouent plus du tout solo. Donc ça c'est un premier usage. Un autre usage qu'on peut imaginer, c'est la formation professionnelle dans des endroits spécifiques. On peut donner par exemple deux exemples, centrale nucléaire, plateforme offshore. Avant d'aller entraîner les gens sur l'objet réel, les entraîner sur l'objet virtuel, ça peut faire gagner beaucoup de temps et puis surtout beaucoup d'argent, j'imagine. Peut-être moins dangereux aussi. Donc il y a ce genre d'usage-là, c'est-à-dire s'entraîner dans des endroits où on ne peut pas vraiment aller. Alors si on tire ce fil, il y a peut-être aussi aller visiter des endroits où on ne peut pas aller. Il y a peut-être une place pour un certain tourisme. Par exemple, il y a une exposition en ce moment avec une réplique de Venise à Paris, dans laquelle on pourrait aller parce qu'on ne peut pas aller dans la vraie. Alors, je pense qu'aller dans la vraie reste l'expérience ultime dont tout le monde a envie. Donc, on peut imaginer, et ça se fait aussi un petit peu, aller se balader sur Mars par exemple. J'ai déjà fait une ou deux expériences de réalité virtuelle sur Mars avec les images qui viennent des rovers. C'est fantastique. Il y a sans doute une place pour un petit tourisme virtuel. On fait beaucoup de courses en ligne déjà. Quelle est la valeur ajoutée d'aller dans le métavers pour aller faire ses courses? Il y a peut-être une niche quelque part, une certaine catégorie de produits sur lesquels on peut penser que ce serait intéressant, mais j'ai pas l'impression que ce soit extrêmement intéressant. Les courses virtuelles, ça serait plus la dimension du ludique, comme on fait dans plein de jeux. Mais non, aller vraiment faire ses courses. Certains pensent qu'on recréera des supermarchés pour voir les produits et qu'il y a un vrai intérêt à voir les produits. Alors ils restent virtuels, on ne peut pas les toucher. Peut-être qu'on ferait ses courses là-dedans. Moi j'ai des doutes sur des applications comme ça. J'ai l'impression que faire ses courses sur son smartphone, ça marche déjà très bien. Il n'y a pas de valeur ajoutée à aller les faire dans le métavers. C'est complexe parce que d'un côté il y a cette histoire de casque et il y a énormément d'expériences qu'on peut faire sans casque. Le casque c'est un objet qui est potentiellement coûteux, assez invasif et donc on ne va pas l'utiliser pour des applications qui n'en valent pas la peine, presque au sens strict du terme. Alors avec le casque il y aura sans doute des tas de niches où ça devient très intéressant d'avoir le casque. Mais voilà, donc il y aura plusieurs métavers. Si on pense métavers 3D avec un casque, il y aura plusieurs métavers qui seront sans doute des niches. Un des gros enjeux pour que tout ça s'intègre, c'est l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on ait accès à ces espaces virtuels sur toute plateforme. Alors avec les casques, oui, mais si on veut vraiment qu'un métavers parle à un très grand nombre, il faudra absolument que ce métavers soit accessible sur d'autres médias, sur notre écran en 3D à la troisième personne ou à la première personne, et potentiellement jusqu'à nos smartphones. L'enjeu, c'est ça pour moi, c'est de trouver un moyen que ce métavers ou ces métavers soient accessibles très facilement. Donc avec plein de plateformes et pas tant que ça avec un casque en fait. Un autre enjeu important dans le métavers, c'est comment les gens vont l'accepter, qu'est-ce qu'on va y faire, quels nouveaux enjeux sociaux ça va poser. En fait, à l'Institut Polytechnique de Paris, on est en train d'essayer de monter un grand centre interdisciplinaire qui soit capable d'adresser ces questions-là, en mélangeant à la fois des gens qui viennent de la technique, donc qui connaissent les techniques numériques modernes, et des chercheurs en sciences humaines et sociales, qui puissent interroger ça, faire des expérimentations, ce genre de choses. Mais c'est un enjeu crucial, l'éthique du métavers ou les éthiques des métavers, en plus de l'aspect technique, est un enjeu très important des années à venir. Je suis persuadé que si le métavers était une vraie révolution, il serait déjà là. Parce que la technologie pour produire un métavers, elle existe depuis longtemps. Et si on regarde le temps qu'il a fallu au smartphone entre l'émergence de la technologie
et l'arrivée dans la main d'une énorme majorité de la population, il s'est passé très peu de temps. Aujourd'hui, le métavers, il se cantonne essentiellement à la vue et à l'ouïe. Si on rêve d'un métavers ultime, comme on peut trouver par exemple dans le film Ready Player One de Spielberg, ben évidemment, il y a beaucoup de choses qu'il faut rajouter, en particulier la perception de ce camp virtuel. Si on se prend des coups, il faudra mieux qu'on se prenne des coups, peut-être moins fort que dans la réalité. Si on tombe, il faut qu'on tombe. Et donc, il faut rajouter cette composante de perception pour que le métavers soit vraiment ultime. Et ça, il y a des tas de recherches qui sont faites là-dessus. Ça va être encore plus cher, encore plus difficile et encore plus invasif pour l'utilisateur. Donc c'est pareil, ça concernera des niches. Le métavers global, il n'aura pas tout ça. Pour moi, c'est une évidence. Sauf rupture de technologie énorme qui n'est pas encore arrivée. Il y a peut-être des utilisations intéressantes d'un métavers. C'est la santé, opérer des gens à distance, des choses comme ça. Mais alors, évidemment, si on opère des gens à distance, il y a au moins un des deux protagonistes qui n'est pas un avatar. Il faut que le corps humain de la personne qu'on opère soit très bien représenté dans le métavers, donc on n'est presque plus dans le métavers pour moi à ce niveau-là. À l'École Polytechnique, on travaille en ce moment sur un projet qu'on essaye de faire financer sur mettre le musée de l'École Polytechnique dans le métavers. C'est un peu comme le musée des arts et métiers, c'est un musée scientifique dans lequel il y a beaucoup d'objets scientifiques. Quand le visiteur classique dans le monde réel vient les voir, il ne peut pas les manipuler. Donc là, dans un métavers, le musée scientifique, moi, m'apparaît comme un musée qui a une forte valeur ajoutée parce qu'on pourrait vraiment montrer comment on manipule ces objets, comment ils ont été manipulés, éventuellement par même des avatars des scientifiques de l'époque. Donc déjà de modéliser les objets, donc a priori de les scanner en 3D, de les animer, de scénographier toute l'interaction avec les objets. Et ça peut se développer en une expérience purement métaverselle. Le visiteur est très loin et il visite le musée sans y venir. Et on peut aussi avoir des prolongements de l'expérience dans le musée, c'est-à-dire à côté de l'objet, on peut mettre un casque de réalité virtuelle, des manettes et puis utiliser le même objet qu'on a à côté. La chaire Sciences et Jeux vidéo, c'est une belle rencontre entre quelqu'un chez Ubisoft et moi, où on a partagé le constat que le jeu vidéo fait appel à beaucoup de sciences pour modéliser des mondes très ouverts et très grands et potentiellement même intelligents. Par exemple, modéliser la météo de l'univers, ça fait peut-être appel à des compétences scientifiques qu'on a dans les labos. Donc c'est juste un exemple, mais il y a ce constat que le jeu vidéo a besoin de sciences pour se développer et se complexifier. Et puis de mon côté, moi j'ai le constat que le jeu vidéo est sans doute un média hors pair pour populariser les sciences. Donc c'était le point de départ pour constituer la chaire. Et donc on l'a démarré en 2019 et une de ses missions c'est d'accompagner les étudiants, donc en l'occurrence les nôtres de l'École Polytechnique, vers le monde du jeu vidéo. Je viens de la physique, je suis encore physicien en physique des particules au CERN à Genève, là où a été inventé le web. Je suis arrivé vers le monde du jeu vidéo avec cette volonté de populariser toutes les sciences au plus grand nombre par le vecteur vidéoludique. Il y a pas mal d'expériences de jeux vidéo pour apprendre des choses à des gens. Il n'y a pas de grandes expériences très réussies, à part peut-être une qui s'appelle Kerbal Space Program, qui est un jeu pour faire décoller des fusées. Notre approche avec mes collègues, c'est d'essayer de mettre des sciences dans les mains de gamers, de joueurs, avant tout. Et donc ça demande forcément de faire un peu de concession sur la science, mais d'en mettre quand même beaucoup dans le jeu, dans tout ce qui est caché dans le jeu, dans tout ce qui a construit le jeu initialement. Il y a une grosse composante qui est de faire communiquer les deux mondes, le monde vidéoludique et le monde scientifique, qui ne se connaissent pas forcément très bien. Donc on organise des événements pour ça, et en particulier un grand colloque. Le dernier c'était sur environnement et jeux vidéo, où Valérie Masson-Delmotte du GIEC nous a fait le plaisir d'ouvrir le séminaire. Donc ça c'est un pan, et un autre pan c'est qu'on poursuit une activité de vulgarisation scientifique. Donc on est en train de concevoir un jeu qu'on veut populaire, c'est-à-dire qui parle à beaucoup de joueurs, mais qui contienne en même temps un contenu scientifique assez fort, en l'occurrence sur la physique des particules, et qu'on devrait sortir l'année prochaine. Le jeu vidéo, c'est un média fantastique qui génère aujourd'hui la plus grande quantité d'argent, donc le plus grand nombre de spectateurs en fait, plus que le cinéma, les séries. C'est un média interactif et les pédagogues vous diront qu'on apprend plutôt bien en faisant les choses plutôt qu'en les subissant dans une salle de cours. C'est un média dessiné, donc on peut représenter les choses de la façon qu'on veut. Et puis c'est un jeu, donc ça repose sur des mécaniques ludiques. La notion d'essai et erreur par exemple est très très présente à la fois dans la science et dans le jeu vidéo. Donc c'est ces quatre choses-là qui font que je pense, et on est nombreux à penser, que le jeu vidéo est un vecteur fantastique pour populariser les sciences.